Un journaliste est porté disparu depuis plus d'un mois dans le nord du Mozambique. Ses collègues et des ONG accusent l'armée de l'avoir enlevé. Les autorités restent pour le moment muettes sur le sujet. Au Bénin, Maître Kato Atita réagit au retrait de la déclaration de protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Selon l'avocat, les raisons évoquées par le garde des Sceaux ne sont qu'un prétexte. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis, en Tunisie, une ONG se porte au chevet des familles démunies. En ce temps de pandémie du Covid-19, elle offre des bons d'achat via mobile. 300 ménages sont recensés pour le moment. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Un mois déjà et toujours aucune nouvelle du journaliste Ibrahimo Mbaruko. Nous sommes au Mozambique. Il officiait dans une radio publique située dans le nord du pays, une région en proie à une insurrection djihadiste. La disparition du journaliste nourrit les craintes de ses collègues qui mettent en cause l'armée. Ibrahimo Mbaruku a été vu pour la dernière fois par des témoins le 7 avril vers 18h, alors qu'il quittait sa radio pour rentrer à son domicile à Palma, dans le Cabo Delgado situé au nord. Quelques minutes plus tard, il a envoyé un texto à l'un de ses collègues pour l'informer qu'il était encerclé par des soldats. Depuis, plus rien. Plus personne ne l'a revu et son téléphone est resté muet. Ses collègues et les ONG de défense et de la liberté de la presse ont vite soupçonné les forces de sécurité. La branche locale de l'Institut des médias d'Afrique australe, la MISA, accuse ainsi l'armée d'avoir interpellé le journaliste et de l'avoir conduit sur une de ses bases de la région pour l'interroger. Ni l'armée, ni la police, ni le gouvernement n'ont réagi publiquement à ces accusations. Une source policière a toutefois confié sous couvert d'anonymat que le journaliste Ibrahimo Mbaruko avait été arrêté par des soldats. Il est soupçonné d'avoir livré des informations sur les positions des forces de sécurité et de défense, a-t-elle affirmé. Faute de réponse publique des autorités, l'Institut des médias d'Afrique australe a été reçu à sa demande par des collaborateurs du président Felipe Nyusi. La présidence nous a répondu qu'on devrait saisir le ministère de la Justice, a indiqué l'organisation. La situation dans le Cabo Delgado est telle qu'aujourd'hui, un journaliste a presque autant de raisons de craindre les violences liées à l'insurrection islamiste que la menace d'être enlevé par des militaires de son propre pays. En Centrafrique, le récent massacre de 21 civils ne restera pas impuni. La Cour spéciale chargée de juger les violations graves des droits humains dans le pays s'est saisie de l'enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité ouverte dans le cas du meurtre récent d'au moins 21 civils. C'est ce qu'ont indiqué les autorités. Le 29 avril, 28 personnes, dont au moins 21 civils, avaient été tuées à Ndélé selon la mission des Nations Unies en Centrafrique qui évoquait des combats entre deux factions rivales d'un des principaux groupes rebelles, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique. Plus de 2/3 de ce pays pauvre d'Afrique centrale, en proie à une guerre civile depuis 2013, sont au maître d'une multitude de groupes armés rebelles et les civils sont souvent les cibles de leurs crimes ou les victimes collatérales de leurs affrontements. Jeudi, le procureur général de Bangui, Éric Didier Tambo, avait annoncé l'ouverture d'une enquête notamment pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La Cour pénale spéciale va enquêter sur les événements de Ndélé, a annoncé à l'AFP vendredi Nelly Madengue du service de la communication de cette juridiction. Le parquet général de Bangui avait demandé à être dessaisi au profit de la CPS, a confirmé dans un communiqué le procureur adjoint de la CPS, Alain Ouabibeke. Ce tribunal spécial créé par décret en 2015 et inauguré en octobre 2018 est composé de juges centrafricains et internationaux, mais ces enquêtes en cours n'ont pour l'heure abouti à aucun procès. Son mandat est précisément d'enquêter, d'instruire et de juger les responsables de violations graves des droits de l'homme, assure Beke. Une élection présidentielle est toujours prévue fin décembre, mais les affrontements entre factions rebelles ou entre rebelles et forces gouvernementales, ainsi que les exactions visant les civils, se poursuivent.
Au Bénin, le retrait de la déclaration de protocole à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples continue d'alimenter la polémique. Dernière réaction en date, celle du technicien en droit, maître Paul Katouati Taïlet, avocat. Pour lui, les mobiles évoqués par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, relèvent plus d'un prétexte que de toute autre chose. Écoutons sa réaction. Si l'on prenait même la date du mois de mars 2020, la requête de M. Adjavon Sébastien était déjà connue de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La requête était déjà pendante. Je pense que cette requête devrait être déjà pendante même depuis le début de l'année. Et cette requête devrait contenir déjà la mesure provisoire que sollicitait M. Adjavon. Et cette mesure provisoire donc qu'il sollicitait était déjà communiquée à l'État du Bénin. Donc avant même que la décision ne soit rendue en fin avril 2020, l'État du Bénin savait déjà, à la lecture de la requête de M. Adjavon, que celui-ci réclamait contre lui une mesure de suspension de la date du 17 mai, date retenue pour les élections communales. Ce n'est pas en fin avril, dans la décision, que le gouvernement a été surpris et a su cela. Pas du tout. C'est déjà dans l'acte de communication. Donc l'État du Bénin savait bien avant fin avril cela. Quand on prend la déclaration du garde des Sceaux, il situe le mobile de ce retrait-là par rapport à une procédure qui concernerait deux personnes privées, une procédure commerciale. Un État peut à tout moment être attrait devant une juridiction des droits de l'homme lorsque un citoyen estime que ses droits ont été violés de par sa faute à travers l'un de ses organes. Donc, en saisissant la Cour africaine des droits de l'homme, ce citoyen dit « Le tribunal de commerce qui a ordonné la vente de mon immeuble, s'il avait été régulièrement constitué selon ce que les tests ont prévu, il aurait rendu une décision plus équitable en ma faveur. N'ayant pas été constitué comme les tests l'ont prévu, il n'a pas été en mesure de rendre une décision équitable en ma faveur. La faute de la non-constitution régulière revient à l'État béninois. J'invite l'État béninois à venir au procès et je porte plainte contre lui. » C'est prévu en matière de droits de l'homme devant les juridictions internationales. C'est parce que la Cour africaine est une cour très neuve, très récente, que les gens n'aperçoivent pas ça. Elle n'invente rien. J'ai dit ici que c'est des cours qui évoluent par méthode standard. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est alarmé ce vendredi de l'escalade de violence en Ituri. Nous sommes en RD Congo. Dans cette partie du nord-est de la République démocratique du Congo, 200 000 personnes ont été jetées hors de chez elles depuis le mois de mars. Voici donc les détails dans ce reportage. En République démocratique du Congo, le Haut Commissariat pour les réfugiés reste alarmé par l'actuelle flambée d'attaques violentes contre les populations locales dans la province d'Ituri. Plus de 200 000 personnes y ont été forcées de fuir leur maison ces 2 derniers mois, d'après le porte-parole de l'agence lors d'une conférence virtuelle. En Ituri, les militaires de l'armée régulière combattent le groupe armé Codeco. Ce dernier prétend défendre les intérêts de la communauté Lendu, majoritairement agriculteurs, face à une autre communauté, les Ema, éleveurs et commerçants. Plus de 700 civils ont été tués dans ces nouvelles violences depuis décembre 2017, d'après les Nations Unies qui parlent d'un possible crime contre l'humanité. Les violences s'intensifient depuis le lancement en décembre 2019 d'une opération militaire sous commandement des forces gouvernementales contre plusieurs groupes armés dans la province. Et l'escalade s'est encore accentuée à la mi-mars avec des contre-offensives menées par ces mêmes groupes. Le HCR et ses partenaires indiquent avoir recensé plus de 3000 graves violations des droits humains dans le territoire de Djougou au cours des 2 derniers mois, avec au moins 50 attaques par jour contre la population locale. Le Haut Commissariat pour les réfugiés s'inquiète aussi du manque d'accès des organisations humanitaires aux populations locales dans les territoires de Djougou et de Mahagi, ainsi que de la menace de pénurie alimentaire.
Une ONG tunisienne se porte au chevet des populations les plus démunies. Elle a mis en place un système de bons d'achat par téléphone afin de permettre aux familles nécessiteuses de subvenir à leurs besoins en nourriture, une sorte de banque alimentaire à distance pendant la crise du nouveau coronavirus. L'initiative, mûrie de longue date, a été lancée au début du jeûne du Ramadan fin avril, alors que des milliers de foyers ont perdu leur source de revenus en raison du confinement décrété le 22 mars pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. En coopération avec le ministère de la Femme, l'ONG a choisi 300 familles vivant dans les quartiers pauvres de Tunis pour bénéficier de bons d'achat envoyés par SMS. Chacune de ces familles reçoit un code lui permettant de dépenser entre 20 et 30 euros par semaine chez un des épiciers de son quartier, à condition qu'il soit équipé de l'application Via Mobile. L'ONG, qui finance ses dons grâce au concours d'entrepreneurs qui la composent, espère ensuite élargir cette initiative aux régions intérieures marginalisées. Au-delà de ces aides, l'organisation souhaite également inciter ces familles à être plus autonomes, par exemple en leur apprenant à faire pousser des légumes dans leur arrière-cour ou en vendant du pain fait maison. Estimant que 2 millions des 11 500 de Tunisiens ont besoin d'assistance pendant le confinement, le gouvernement a versé à des milliers de foyers des aides exceptionnelles de 80 euros, dans l'espoir également de calmer la grogne sociale. Les mesures de confinement ont commencé à être assouplies le 4 mai, la Tunisie ayant enregistré officiellement environ 1000 cas, dont 45 morts. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.